3 morts samedi au Niger, 3 manifestants tués. Ils tentaient de bloquer un convoi militaire français, le même qui avait été pris à partie au Burkina Faso. Les informations de Cyril Payen. Journée décisive en Guadeloupe. Sébastien Lecornu rencontre l'intersyndicale ce lundi. Le ministre veut incarner un État fort qui dialogue. Les violences durent depuis 14 jours dans le département. Eux aussi dialoguent, même s'ils n'y croient pas. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris. Premier jour ce lundi à Vienne. Les Américains y participent de manière indirecte. L'éclairage de Virginie Hertz. Bonjour à tous, c'est un événement qui aura marqué les soldats de Barkhane. Un convoi militaire a été arrêté à plusieurs reprises par une population en colère entre la Côte d'Ivoire et le Niger, en passant par le Burkina Faso. Samedi, le face-à-face a fait 3 morts et des dizaines de blessés à Terra. Écoutez Cyril Payen. C'est un événement qui est pris au sérieux au plus haut sommet de l'état-major français et sans doute au-delà, on peut l'imaginer, parce qu'on sait qu'on est dans une période un peu compliquée de redimensionnement de l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, ça fait plus de 8 ans maintenant. C'est la plus grosse opération extérieure française qui implique plus de 5000 hommes et de femmes. Et c'est la première fois effectivement que ces convois logistiques qui sont extrêmement importants, c'est ce qu'on appelle la voie sacrée, qui relie le port d'Abidjan à la base opérationnelle de Gao, où nous étions encore il y a quelques jours, où il y a 2000 soldats français à pied d'œuvre. Sans ce cordon ombilical terrestre, ça va être extrêmement compliqué de continuer cette opération dans les termes actuels. Et c'est la première fois que, vous le disiez d'abord à Kaya, sur cette ville transit au Burkina Faso, qui a eu une manifestation violente d'hostilité anti-française, qui s'est déchaînée, déferlante de haine, je peux dire, sur les réseaux sociaux. Ce convoi important a réussi à passer la frontière vers le Niger, qui était l'étape avant de passer au Mali. Et là, on est monté en intensité, à la grande surprise d'ailleurs des membres du convoi, parce que le Niger est un pays où il y a une grande coopération militaire. C'est là que le commandement central de la future opération française va être transféré depuis Djamena au Tchad. Et là, des violences très importantes dans la ville de Terra, dans la zone des 3 frontières. C'est à 170 km de la capitale. C'était samedi donc. Samedi matin, pardon, voilà. Et là, donc, des heurts très importants. On parle de 3 morts, vous l'avez dit, des dizaines de blessés extrêmement graves qui sont toujours à l'hôpital dans cette région reculée, il faut le dire, du Niger, mais également du côté du convoi français qui, vous l'avez dit, hier soir vers 23h30 a pu enfin regagner Gao. Beaucoup d'émotions, puisqu'on ne s'attendait pas à une telle résistance. Il y a eu même des blessés, nous dit-on, de sources de l'état-major, parmi les conducteurs civils des camions. Donc c'est vraiment une opération qui a mal tourné. C'est la première fois et ça peut certainement créer un précédent. En tout cas, c'est pris extrêmement au sérieux, encore une fois, par l'état-major français, puisqu'on a besoin de ces convois logistiques pour maintenir cette opération. Et c'est également extrêmement observé par les populations locales qui agitent énormément l'étendard anti-français après 8 ans d'opération. Voilà pour ces informations de Cyril Payen. Les Africains qui se tournent peu à peu vers d'autres partenaires, à commencer par la Chine. Un forum Chine-Afrique a lieu en ce moment au Sénégal et sur place, on espère que Pékin va s'investir davantage dans la lutte contre le terrorisme. À Dakar, Alison Fernandez. Ici, au Centre international de conférence Abdou Diouf, où je me trouve, s'est tenue ce matin la 7e conférence des entrepreneurs chinois et africains. Et c'est en ce moment même que se déroule la cérémonie d'ouverture officielle de cette conférence ministérielle en présence du président sénégalais Macky Sall et de son homologue chinois Xi Jinping qui, lui, intervient à distance. C'est donc cette année une conférence ministérielle et non un sommet des chefs d'État comme dans les éditions précédentes pour ce forum sur la coopération sino-africaine qui fête ses 20 ans. Plusieurs observateurs se demandent si ce changement de statut ne marque pas une inflexion des relations entre la Chine et l'Afrique, une nouvelle ère marquée par la fin des illusions après des années de financement chinois à l'impact limité sur le développement du continent. En effet, la Chine a beaucoup investi en Afrique ces dernières décennies, notamment dans les infrastructures et l'exploitation des matières premières. En 20 ans, les échanges commerciaux ont explosé. Ils sont passés de 10 milliards de dollars en 2000 à plus de 200 milliards de dollars en 2019. Pékin est ainsi devenu le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais également le premier créancier. La dette des États africains vis-à-vis de la Chine explose depuis la pandémie. De leur côté, les autorités chinoises, elles, se veulent rassurantes. Elles parlent d'une nouvelle ère fondée sur l'égalité. À l'issue de cette conférence ministérielle, 4 documents seront adoptés, dont un plan d'action pour la période 2022-2024.
Et puis en bref, au Tchad, une amnistie générale annoncée par la junte au pouvoir. Près de 300 rebelles et opposants sont concernés. Ils avaient été condamnés notamment pour délit d'opinion, terrorisme ou atteinte à l'intégrité de l'État. Cette amnistie, en tout cas, était l'une des principales revendications de groupes rebelles pour discuter avec le pouvoir. Après 14 jours de violence, la Guadeloupe va-t-elle retrouver son calme? Le ministre des Outre-mer est arrivé hier sur l'île. Sébastien Lecornu doit rencontrer dans la journée l'intersyndicale, mais pour l'instant, l'heure est à la défiance. Caroline Motte. Descendu de l'avion, Sébastien Lecornu a affiché sa fermeté tout en laissant la porte ouverte au dialogue. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. Ici c'est la République et donc les lois de la République ont vocation à s'appliquer. Et une fois de plus, je ne suis pas venu ici pour incarner un État faible, mais aussi évidemment un État qui dialogue. Le ministre des Outre-mer a d'abord échangé longuement avec les forces de l'ordre. Certains ont été visés à balles réelles ces derniers jours. Dans quelques heures, il doit rencontrer une dizaine de personnes de l'intersyndicale. Une intersyndicale remontée contre cette venue express du ministre. Il semble que ce sera une parodie de négociation. Tant que l'obligation vaccinale ne sera pas levée, ces syndicalistes l'affirment, ils resteront mobilisés. Ils veulent que toute l'intersyndicale soit reçue et non seulement une partie. On a un ministre qui arrive pendant 6 heures de temps et qui impose en plus une délégation de 6 personnes. Donc ça veut dire que ce ministre-là, il n'est pas venu pour négocier. La pression de la rue doit être maintenue tant que les négociations ne sont pas terminées. La colère ne faiblit pas en Guadeloupe depuis 2 semaines et les revendications sanitaires ont tourné à la crise sociale. Pourtant, ses habitants veulent rester optimistes. Il faut se mettre à table et trouver une solution à tout ça. Il faut de bonnes négociations et puis discuter intelligemment, à mon avis, pour arriver à s'en sortir. Sébastien Lecornu doit aussi s'entretenir avec des élus locaux et des acteurs économiques. Ce soir, il se rendra en Martinique. C'est parti, c'est reparti pour des semaines, voire des mois de négociations. Le nucléaire iranien revient sur la table des discussions. À Vienne, la délégation venue de Téhéran a été fortement étoffée, nous dit l'AFP. Preuve que les Iraniens sont déterminés à trouver un accord. Mais pour l'instant, Virginie Hertz, c'est plutôt le pessimisme qui domine. Oui, absolument. Pessimisme, surtout si l'objectif est de revenir au traité de Vienne, signé en 2015, JCPOA pour les intimes. Il faudrait obtenir que d'une part, les Américains lèvent complètement leurs sanctions économiques contre Téhéran et que d'un autre côté, Téhéran accepte de revenir à des engagements en matière nucléaire qui ont été signés dans cet accord d'enrichissement d'uranium, alors que le régime s'est affranchi de ses obligations suite au retrait par Donald Trump de ses engagements à lui. Entre-temps, l'Iran, il faut savoir, a beaucoup progressé en matière d'enrichissement nucléaire. Il faut savoir que le traité de Vienne autorise un enrichissement à hauteur de 3,67%. Or, ces derniers mois, 25 kilos, d'après les Iraniens, d'uranium ont été enrichis à 60%. Et pour obtenir des capacités militaires ou une utilisation militaire, c'est 90%. Donc, on s'en approche petit à petit. En fait, les Iraniens, leur objectif, et ils l'ont annoncé il y a quelques jours, c'est d'obtenir totalement la levée des sanctions américaine. En échange, peu de chances qu'eux-mêmes reviennent ou reviennent sur leur progrès. D'une part, un nouveau président extrêmement conservateur, Ibrahim Raïssi, a été élu l'été dernier. Et même auparavant, il faut savoir que depuis février, par exemple, il ne laisse plus les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, se rendre dans leurs installations. Et d'ailleurs, le directeur général de l'AIEA s'est rendu à Téhéran la semaine dernière et est revenu bredouille. Alors reste la possibilité d'un accord intermédiaire. Ça voudrait dire la levée de quelques sanctions américaines en échange du gel d'activités iraniennes des plus sensibles, d'après notre correspondant à Vienne. Donc c'est un dossier à suivre, effectivement. En tout cas, les Iraniens sont déterminés à reprendre le dialogue, à trouver peut-être une solution. Les Israéliens aussi sont déterminés, mais pas pour la même chose. Oui, absolument. Vous savez que les Israéliens tirent la sonnette d'alarme sur le dossier du nucléaire iranien depuis au moins 2012. Vous vous rappelez peut-être de Benyamin Netanyahou devant la tribune des Nations Unies avec le dessin de la bombe en disant le seuil va bientôt être franchi pour une utilisation militaire. En fait, l'Iran est considéré par les gouvernements israéliens successifs comme une menace existentielle. Alors, Netanyahou était sur la même longueur d'onde que Trump. Entre-temps, Trump est parti. Mais aujourd'hui, et Netanyahou est parti aussi, les nouveaux dirigeants continuent à se méfier beaucoup des Iraniens. Ils n'ont pas particulièrement confiance non plus dans l'administration Biden. Et leur position, c'est de dire qu'il faut faire pression maximale. C'est la seule façon de ralentir les Iraniens. D'ailleurs, les Israéliens sont
soupçonnés de cyberattaques notamment, ou d'assassinats ciblés contre des scientifiques iraniens. La différence avec le gouvernement Netanyahou, c'est que du côté israélien, on essaie de jouer aussi la diplomatie un petit peu. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères israélien se rend en Europe pour essayer de discuter avec les Européens, qui sont en fait les intermédiaires dans ce dossier. Mais il faut savoir que pour les Israéliens, un autre dossier est très important, c'est celui du programme balistique qui les met en danger. C'est une préoccupation qu'ils partagent avec des pays du Golfe, et du Golfe notamment. Mais a priori, ça ne rentre pas dans ces négociations, mais ça le rend encore plus compliqué. Bon, bien sûr à suivre. Merci beaucoup Virginie Hertz pour cet éclairage. Et puis qui va succéder à Lionel Messi? Peut-être Lionel Messi lui-même. Le Ballon d'Or sera attribué ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris. L'Argentin pourrait être donc consacré pour une 7e fois. Mais attention surprise, Robert Lewandowski et Karim Benzema sont aussi favoris. Réponse aux alentours de 20h30. Et puis chez les dames, l'attaquante espagnole Alexia Putellas est bien partie pour repartir avec son trophée. Réponse donc ce soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.